Ouais. Donc, moi, je me présente déjà, s'il y en a qui me connaissent pas, je suis Solène Vasseur, je suis directrice adjointe de Marseille Nord Développement. Marseille Nord Développement, normalement, vous nous connaissez tous, mais au cas où, on est le réseau des acteurs économiques du nord de Marseille. Euh, et aujourd'hui, donc, on organise ce webinaire sur le sujet de la cybersécurité, qui est un sujet d'actualité. Et on a donc Jean-Baptiste Péqui de Cyberlink et Eric Grégory de Montmirail qui sont plutôt experts sur le sujet et qui vont vous expliquer pourquoi et comment s'en emparer. Donc, on commence directement dans le vif du sujet. Bonjour à tous, enchanté. Donc moi c'est Jean-Baptiste. Le but de ce webinaire, c'est d'essayer d'être très pratique. Donc ce qu'on a voulu faire avec Solène et Eric déjà, c'est de commencer à expliquer pourquoi la cybersécurité c'est un sujet important. En tout cas, vous allez voir tout au long de ce webinaire, notre message c'est de dire que c'est un sujet que tout dirigeant d'entreprise doit prendre en compte, auquel il doit s'intéresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir technique, mais aujourd'hui c'est un sujet qu'on ne peut pas laisser de côté. Alors pourquoi? Premièrement, tout le monde le constate aujourd'hui, énormément d'informations sont digitalisées, de process, d'applications, et donc inévitablement, toute organisation ou toute entreprise a une grande partie de sa valeur qui se retrouve en format numérique. Donc ça veut dire que le patrimoine numérique de toute entreprise, fichiers clients, process, procédures, et j'en passe, tout ça se retrouve sous format numérique, donc ça devient un patrimoine qu'il faut évidemment protéger et sécuriser. Le deuxième aspect, c'est le contexte international. Cyberlink est membre du réseau cybermalveillance du gouvernement, c'est-à-dire que tous les jours, on reçoit 3 ou 4 euh, appels à l'aide d'entreprises qui se sont fait pirater. Et ce qu'on constate en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a, dans le contexte international actuel, il y a un certain nombre d'attaques qui viennent de pays étrangers, alors notamment pas mal de Russie en ce moment, avec des entreprises de toute taille qui se font attaquer. On y reviendra peut-être, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas parce qu'on est une petite structure qu'on ne va pas se faire attaquer. Ce que va faire un pirate généralement, c'est quand il va identifier des failles sur une entreprise, il va pas forcément. Tout ça, ce sont des robots qui le font, hein, tout ça, c'est automatisé. Et à partir du moment où un pirate se retrouve dans une entreprise, là, il va lever la tête et il va se dire, tiens, je suis chez qui? Ah, je suis chez une multinationale, ben là, je peux demander peut-être une rançon de 3 millions. Ah, je suis dans une toute petite TPE-PME, ben, je vais demander 15 000 euros. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, vu les mécaniques d'attaque et le contexte international qu'on connaît, il y a vraiment une intensification des attaques cyber et tout le monde peut être attaqué. Le troisième point, qui est plutôt un point intéressant, c'est que vu ce contexte-là, l'Europe a mis en place une directive. Il y a un contexte réglementaire et contractuel qui est plus exigeant aujourd'hui. Donc évidemment, ça amène des obligations supplémentaires pour les entreprises. Et on y reviendra tout à l'heure avec Eric. Ça oblige même des TPE-PME à se conformer à certaines procédures, de mettre en place certaines solutions. Et le dernier point que je vais commenter, ce sont des technologies qui sont toujours plus complexes. C'est-à-dire que un simple antivirus, comme on l'avait il y a encore quelques années, ça suffit pas forcément. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Et moi, je le vois dans mon métier au quotidien. Je me retrouve souvent face à des dirigeants de TPE, PME qui me disent, mais c'est bon, là, j'ai une sauvegarde qui est gérée. En fait, c'est pas forcément suffisamment complet systématiquement. Et finalement, le message qu'on a envie de faire passer, c'est sans que vous deveniez technicien, il faut comprendre la stratégie cyber qui est en place dans vos organisations. Il y a un cinquième point que l'on va aborder, que j'aborderai, c'est celui finalement de l'impact de ces risques cyber, qu'ils soient plus ou moins importants, mais finalement l'impact que ça a alors sur les business, sur vos business, hein, les business des entreprises en interne, et puis bien entendu l'interaction que vous pouvez avoir avec vos clients, tout simplement. Donc ça, c'est quand même assez important et primordial. Sur l'aspect du patrimoine numérique, c'est assez évident, hein. Il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il y a une vraie explosion du patrimoine numérique, que ce soit à titre personnel ou en entreprise, ces 15 dernières années. On est poussé dans beaucoup de structures à digitaliser, à automatiser beaucoup de processus.
Et donc, évidemment, toutes ces données se retrouvent sous format numérique et donc les données sont devenues un actif stratégique majeur. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise trouve ça logique quand elle a des stocks de protéger ses stocks, mais évidemment, une grande partie de valeur de l'entreprise se retrouve dans les données qu'elle va numériser. Et donc, c'est un élément clé de protéger ce capital. Donc ça, c'est une matière première qu'il faut avant tout sécuriser. Et ensuite, évidemment, c'est une matière première qui peut être utilisée par les entreprises, notamment aujourd'hui avec les outils, avec l'IA, pour parfois améliorer l'efficacité, la satisfaction client. Il y a beaucoup de processus nouveaux qui sont mis en place, qui s'appuient sur ces données. Donc, si ces données disparaissent ou sont attaquées, c'est un vrai problème. On a un contexte international, comme je disais en intro, qui est très agressif. Alors là aussi. Donc, on est vraiment sur ce qu'on a appelé un Far West international. Ce qu'on met en avant, on n'est pas là uniquement pour créer un climat anxiogène. C'est plus pour mettre le bon niveau de responsabilisation sur ces sujets. Et aujourd'hui, clairement, moi je le vois souvent dans mon métier face à des TPE, PME, on ne peut pas considérer, quelle que soit la taille de son organisation, qu'on ne peut pas être attaqué, dans la mesure où en fait, il faut vraiment avoir en tête qu'un pirate, un hacker aujourd'hui, il peut avoir certaines cibles définies, mais en fait, souvent, ça va s'appuyer sur des robots, sur des automatisations, et dès qu'une automatisation va identifier une faille et va permettre de rentrer de manière frauduleuse dans l'environnement informatique d'une entreprise, à ce moment-là, le hacker est prévenu et va regarder où il se trouve. Nous, dans le réseau cybermalveillance du gouvernement, on a, par exemple, il y a quelques semaines, on a eu une auto-école de petits sites qui s'est fait crypter entièrement ses données et à qui on a demandé une rançon. Et je pense que malheureusement, ils vont être obligés de mettre la clé sous la porte. Donc c'est important et d'avoir ça en tête. Et ça veut dire que la stratégie de cyberdéfense, de cybersécurité de votre organisation, vous devez à minima la comprendre sans forcément devenir technique. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'outils mis à disposition des entreprises pour connaître et mettre en œuvre les bonnes pratiques. Alors, Jean-Baptiste parlait du fait qu'il y avait beaucoup d'outils. Il y a aussi des réglementations qui ont vu le jour, alors bien entendu au niveau européen, avec des transpositions sur le plan national. On a connu il y a quelques années de ça le fameux RGPD qui est toujours d'actualité, bien entendu, mais tout ceci n'a été finalement que le début d'un autre cadre réglementaire qui s'est mis en place avec Nice 2. Alors, si on parle de 2, c'est que forcément, on peut s'en douter, il y a eu un 1. Donc, Nice, c'est en fait le texte qui va évoquer la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Nice 1 est intervenu en 2016 et a eu le mérite de poser les premières bases de la cybersécurité au niveau européen. Mais très vite, on a vu que la portée était finalement restreinte et qu'il y avait en fait une évolution forcément des attaques. Et la réponse à l'évolution de ces attaques a été finalement une évolution de la réglementation avec Nice 2. On ne va pas forcément rentrer dans le détail parce que ça peut être assez complexe et vous n'êtes pas forcément concernés tous par cette directive, mais il y a quand même des points qu'il faut soumettre à votre attention. Donc, on est sur Nice 2 aujourd'hui, qui est rentré en vigueur en 2024, qui n'est pas encore une fois transposé en France, mais qui est en passe de l'être. L'objectif, c'est quand même d'attirer l'attention de certaines entités qui vont avoir des activités dans certains domaines. Donc là, on a sur cette présentation, on a deux grandes catégories, on va dire, d'activités, soit des activités essentielles, soit des activités importantes. Je vous laisse prendre connaissance de ce visuel, mais en gros,
plus, bien entendu, on est sur une activité dite essentielle, c'est-à-dire qui stratégique dans le domaine de l'énergie, du transport, de la santé, mais pas que, plus les entreprises qui dépendent de ces activités-là vont avoir des obligations, et on va en parler. La deuxième catégorie, ce sont toutes les activités qui relèvent du secteur dit important, où là également, on a une transposition de règles qui va être différente, mais toujours avec un socle de base. Ce socle de base, c'est quand même des obligations qui sont majeures, c'est-à-dire de devoir, selon les activités, encore une fois, s'enregistrer auprès de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et puis, surtout, d'avoir une gestion du risque cyber. L'ANSSI considère que, et je le cite, les entités concernées sont tenues de mettre en place des mesures juridiques, techniques et organisationnelles visant à gérer les risques qui menacent la sécurité de vos réseaux et des systèmes d'information. Donc là, on voit que les obligations sont quand même assez prégnantes et importantes. Déjà, d'une part, c'est de vraiment de déterminer en fonction de son activité de quel secteur, donc les activités essentielles ou importantes, vous dépendriez. Et puis, immédiatement, même si là, encore une fois, la directive n'est pas encore transposée, mais de s'interroger sur finalement quels sont les risques que je peux avoir en interne, que je peux supporter, que je peux faire supporter en externe dans mon écosystème, et puis finalement comment y faire face en termes d'audit interne de la sécurité, en termes de mise en place de différentes solutions et de surveillance bien sûr de son SI, de son système informatique. Donc j'ai parlé d'enregistrement auprès de l'ANSSI, de la gestion des risques cyber, mais également on a toute la partie déclaration d'incidents, où là on a différents textes qui peuvent s'entrechoquer et qui sont de toute façon complémentaires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une structure, quelle qu'elle soit, est victime d'une attaque cyber, et avant même de savoir finalement quelle est l'ampleur des dégâts, vous avez et nous avons tous une obligation de déclaration de cette attaque auprès de différentes instances françaises. Euh, Tout ceci, c'est aussi à mettre en relation avec la fameuse responsabilité du dirigeant. Là, on parle pas de responsabilité civile de l'entreprise, donc ce qu'on appelle une responsabilité civile générale par rapport à vos activités. On parle vraiment de responsabilité du dirigeant, personne physique, qui peut être tout à fait mise en cause si les obligations liées à ces risques cyber et à la protection qu'une entreprise doit mettre en place ne sont pas réalisées. Donc on passe quand même un grade supplémentaire sur cette partie-là. Qu'est-ce que recouvre la responsabilité du dirigeant? Ben, il se doit, comme sur d'autres sujets en interne dans son entreprise, il se doit de faire des formations cyber, euh, de mettre en place toutes les dispositions qui lui paraissent nécessaires et utiles, encore une fois, pour protéger son système informatique, mais bien entendu toutes les données qui sont comportées dans ce système informatique. Sur cette partie-là, voilà, il n'y a pas plus, mais c'est déjà pas mal. Après, on voit qu'il y a également la loi l'OPMI qui oblige, alors à partir du moment où une entité est assurée, à déclarer, c'est ce que je disais tout à l'heure, la découverte d'un incident sous un certain délai, en l'occurrence de 72 heures. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très contraignant, mais j'allais dire avant même de parler de réglementation, qui est une réglementation de plus, mais qui est quand même importante, c'est aussi de se dire finalement dans mon écosystème, c'est-à-dire quand je commerce avec d'autres structures, finalement, ben, peut-être que c'est aussi mes propres clients qui vont attendre de ma part d'avoir une certaine sécurisation de mon système informatique,
puisque soit vos clients, si vous-même vous n'êtes pas dépendant de NIS2, peut-être que vos clients le sont, et donc du coup, par répercussion en tant que dans vos relations contractuelles, peut-être qu'ils vont vous demander des comptes, hein, et notamment de savoir comment vous êtes organisé en matière de protection cyber, ou tout simplement, si votre client non plus n'est pas concerné par cette directive, c'est aussi de se dire, moi je souhaite m'entourer de sociétés avec qui je vais avoir du business, qui elles-mêmes ont pris conscience de cette problématique cyber, et donc de savoir comment elles sont assurées, ou en tout cas comment elles ont mis en place certaines dispositions pour éviter tout risque qui viendrait impacter mon propre business et mon propre système informatique. Donc effectivement, ce que disait Eric, c'est que souvent l'impact pour les TPE-PME de ce contexte réglementaire, l'impact le plus concret aujourd'hui, c'est que vous allez avoir des TPE-PME qui travaillent pour des grands comptes, et ces grands comptes vont leur exiger un certain nombre de dispositifs en cybersécurité. Et pourquoi? Parce que les technologies d'attaque sont de plus en plus complexes aujourd'hui. Et elles sont boostées d'ailleurs par l'intelligence artificielle. Et ce qu'on constate aujourd'hui, ce qui est assez clair, c'est que vous pouvez plus protéger votre informatique en tant que TPE-PME comme vous le faisiez il y a quelques années en arrière. Et vraiment, le message que nous, on veut passer aux dirigeants d'entreprise, c'est que vous devez au moins être conscient de la stratégie qui est mise en place, l'avoir comprise, et j'ai envie de dire, la suivre au moins minimum 2 fois par an, avoir un échange avec votre prestataire informatique pour s'assurer que tout est mis à jour, que tout fonctionne, et aussi s'assurer de traiter la fameuse problématique du maillon faible qui est l'être humain. Donc les solutions aujourd'hui, elles doivent évoluer en permanence. Les salariés doivent être sensibilisés, mais tout ça, ça ne veut pas dire que les solutions sont obligatoirement très onéreuses, que n'importe quel TPE-PME doit acheter un porte-avions. Au contraire, il y a des solutions assez simples, plutôt bien construites, qui permettent, sans changer les habitudes de travail d'une entreprise, d'amener des couches de sécurité qui vont bien. Passer au slide suivant. Pour vous donner une petite idée, nous, dans notre démarche chez Cyberlink, généralement, la première étape, c'est d'échanger avec le dirigeant d'entreprise. En attendant qu'il revienne. Est-ce qu'il a vécu une cyberattaque en direct? Ah, j'espère que non. Peut-être qu'en attendant qu'il Pas sur la partie, un peu sur les... qu'il nous revienne, voilà, oui, peut-être on y reviendra, mais de toute façon, non, on revient un peu avant, juste le slide avant, encore 2 après, on redescend avec encore la DADIS, voilà, celle-ci, celle d'avant. De toute façon, vous l'avez bien compris, les thématiques sont complémentaires. Oui, oui. Voilà, ça y est. Les thématiques sont complémentaires. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est. Oui, ça y est, t'es revenu. C'était bizarre, je vous entendais parfaitement et je voyais que vous ne m'entendiez plus. Donc, t'es figé. Vas-y, Eric, j'ai vu que tu avais pris la main, je te laisse continuer. Non, bon, allez, on enchaîne, ça va. Donc, alors, finalement, on a vu qu'il y avait, avec Jean-Baptiste, on a vu qu'il y avait quand même ce qu'on appelle une certaine hygiène informatique à avoir. Et on va y revenir tout à l'heure plus précisément sous l'angle purement assurantiel. De toute façon, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'un risque cyber, alors certes, on va l'évoquer d'un point de vue strictement d'une attaque sur un système informatique, dans le sens très générique du terme, mais finalement, ce n'est que la face immergée de l'iceberg, puisque après, ce système informatique, aujourd'hui, on est tous dépendants, peu ou prou, de l'informatique, soit sur une activité de service, ou finalement, des salariés comme moi, par exemple, dans un bureau, si demain on se fait attaquer, je suis privé de mon ordinateur et de toutes les informations dont il dispose, mais également, dès qu'on est sur des sociétés qui vont produire soit un service, mais plus précisément un produit,
il y a forcément des répercussions à la fois sur, comme on l'a dit, sur un aspect humain, où demain vous avez un blocage complet de votre système d'informatique. Il y a potentiellement du chômage technique à envisager. Des entreprises qui ont une partie de leur ligne de production pilotée par informatique, mais là pareil, arrêt des lignes, donc arrêt de la production, arrêt d'une livraison auprès de clients, arrêt d'une relation contractuelle avec un mécontentement des clients qui vont comprendre ou ne pas comprendre votre situation. Euh, le business revient très vite, c'est-à-dire que si un client ne peut pas être livré soit de votre prestation de service, soit des produits que vous fabriquez, finalement, lui, il faut qu'il continue et protège son propre business et il va potentiellement se tourner vers vos concurrents. Donc, vous avez une double, voire une triple sanction. Vous êtes victime d'une cyberattaque. Financièrement, à travers les 4 points qui sont mentionnés sur ce visuel, vous pâtissez de la situation. Mais en plus, les clients que vous aviez mis un certain temps à acquérir et à conforter vont se détourner de vous un temps, mais potentiellement, même si lorsque vous reviendrez en activité, potentiellement, ils vont pouvoir avoir pris des habitudes avec vos concurrents et de les faire revenir auprès de vous risque d'être compliqué avec aussi potentiellement une perte d'image, hein, de marque de votre société qui aura été hackée et qui aura donc produit une rupture de relation contractuelle. L'important, c'est bien entendu d'avoir une cartographie de vos risques. Qu'est-ce qui est vraiment critique chez vous en termes de process, en termes de données? Est-ce que vous êtes aussi dépendant de prestataires extérieurs? Je vais vous donner un exemple. J'ai un de nos clients qui fabrique un fabricant de peinture avait pris le parti de n'avoir plus aucun système informatique abrité physiquement dans ses locaux. Il s'est dit, je fais alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de la dématérialisation à 100%, c'est-à-dire il a confié l'ensemble de son système informatique à un data center. Et en fait, il avait comptabilité, toute la partie client, toute la partie process et formules de fabrication de peinture, etc. C'était vraiment externalisé en se disant, si moi j'ai un souci dans mon entreprise, au moins tout cela sera à l'abri. Sauf que ce qui n'avait pas été prévu, peut-être difficilement, c'est que le data center lui-même s'est fait hacker. Donc ça a été assez retentissant, hein, puisque ça a été un data center qui aussi avait comme client de très nombreux experts comptables. Et finalement, ce data center qui s'est fait hacker, indirectement, a fait que mon client, comme de nombreuses autres entreprises, n'avaient plus accès à leurs données et ont dû soit s'arrêter de travailler, soit travailler dans ce qu'on appelle en mode dégradé, c'est-à-dire récupérer un peu des données à droite, à gauche pour pouvoir continuer à travailler. Mais cette dépendance numérique est très importante aussi à analyser, hein. Je parlais de data center, mais on peut parler de cloud également, enfin voilà, de différentes dispositions. On constate au niveau des assureurs, donc moi, au cabinet Montmirail, nous sommes courtiers en assurance, hein, donc on est l'intermédiaire entre l'assuré que vous pourriez être et l'assureur. On constate quand même qu'il y a un nombre d'attaques dites significatives, un nombre donc qui tend à se stabiliser, mais que les conséquences deviennent plus lourdes et plus visibles. Quand je dis plus visible, je pense à l'exposition médiatique que votre activité peut avoir, ne serait-ce que dans les journaux locaux, voire selon les entités au niveau national. Ce qui est vraiment à retenir, c'est que 80% des entreprises qui sont touchées constatent un impact direct sur leur activité. Et comme je l'ai indiqué, soit vraiment sur la partie production, sur la partie image de marque, vis-à-vis de leurs clients ou médiatiques tout simplement. Et puis, bien entendu, ce qui est le plus important vis-à-vis des données qui sont cryptées
perdu momentanément ou définitivement. Slide suivante. Donc, pour être assuré, alors tout à l'heure, Jean-Baptiste disait que pour avoir accès à certains services et pour protéger son système informatique et ses données, il fallait pas acheter un porte-avions, c'était pas la peine. Ben, pareil sur la partie assurance, l'assurance est une brique complémentaire, tout à fait facultative, mais complémentaire à toutes les dispositions que vous pourriez mettre en interne pour protéger votre système. Ben, finalement, ces prérequis, ils sont de trois ordres, trois grandes familles. Vous avez sur la partie droite un prérequis sectoriel et ce qu'on appelle des prérequis non techniques. Alors, prérequis sectoriels, vous avez vu, les assureurs ne veulent pas assurer des sociétés qui travailleraient les crypto-monnaies, qui seraient dans les enchères, dans le jeu, dans des sites pour adultes. Voilà. Bon, ça, au niveau des activités, rien de transcendant. Sur les critères non techniques, il faut être assuré immatriculé en Union européenne, avec un chiffre d'affaires, une exposition, ce qu'on appelle une exposition de son chiffre d'affaires aux États-Unis, Canada, inférieur à 30%. Et puis, ne pas avoir connu de sinistre ou en tout cas de tentative d'intrusion et ne pas avoir été résilié. Ce qui est le plus important finalement, c'est de se dire quels sont les prérequis techniques vraiment que moi, entreprise, je dois avoir en interne pour prétendre à obtenir une proposition d'assurance et d'être assuré. Mais ils sont finalement assez simples, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle de l'hygiène informatique, vraiment des choses élémentaires. C'est d'avoir des sauvegardes, fréquente, d'avoir des antivirus à jour, hein. Un antivirus, bien entendu, il peut être très vite obsolète dans sa base de données si on ne le met pas à jour, puisqu'il y a toujours des petits malins qui vont déclencher de nouveaux virus ou trouver de nouveaux virus. Donc finalement, c'est de mettre à jour cet antivirus et puis avoir une maintenance de son système informatique à travers les logiciels, à travers les pare-feux, et puis faire des tests de restauration à minima une fois par an. C'est bien beau de sauvegarder ces données, de les mettre à l'extérieur de ses locaux. Mais si ces données, pour X raisons, ne sont pas réutilisables, ne peuvent pas être réinjectées totalement et facilement dans son système si on en a besoin, ça ne servira à rien. Donc de temps en temps, c'est de faire, là ils disent une fois par an, je pense que Jean-Baptiste préconisera peut-être de le faire un peu plus souvent, mais voilà, c'est en tout cas de se faire ces tests et de se mettre en condition comme si vous étiez, alors sans parler forcément d'être victime d'une attaque cyber, mais se dire, ben voilà, demain j'ai un serveur ou un ordinateur qui a une panne, qu'est-ce qui se passerait si je devais faire ce test de restauration. Et finalement, tout ceci, à partir du moment où on a ces prérequis techniques, très, très rapidement, un assureur peut tout à fait s'intéresser à votre demande et faire une tarification rapide et adaptée. Qu'est-ce que l'assurance cyber? Vous avez, alors ce slide est assez intéressant parce que quand on parle d'assurance, on se dit oui, c'est vraiment strictement que de l'assurance. Alors oui, les contrats d'assurance cyber vont proposer des garanties strictement d'assurance. On va être sur de l'indemnisation de perte de chiffre d'affaires ou de marge brute si vous venez à avoir votre activité stoppée complètement ou partiellement. Vous pouvez potentiellement aussi causer des dommages à des tiers. Ces tiers pourraient être soit des personnes physiques dont vous détenez les informations, soit des entreprises avec lesquelles vous êtes contractuellement liés, vous transmettez un virus. Ben, tout ceci, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile cyber, hein, suite à un événement cyber qui n'est jamais assuré, jamais, 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 par aucun des assureurs dans leur contrat de responsabilité civile dite générale qui va garantir votre activité. Donc, je le
dis de nouveau, si vous avez, normalement, vous êtes assuré en responsabilité civile pour vos activités, hein, pour toutes les erreurs, les omissions, les négligences que vous pourriez causer. Si le dommage que vous causez à un tiers est issu d'un événement cyber, vous n'êtes pas assuré par ce contrat-là. Il faut vraiment avoir un contrat cyber pour l'être. Et puis à côté de tout ceci, on a aussi en cas de demande de rançon, les assureurs, c'est prévu, en tout cas à l'instant T, dans les contrats français d'assurance, ils peuvent payer cette rançon, même si, bien entendu, il ne faut pas aller dans le sens des ransomware et puis des cyberattaquants. Il faut vraiment résister à cette demande de rançon le plus possible. Et c'est pour cela que ces fameux contrats d'assurance embarquent de plus en plus, et en plus des prestataires extérieurs proposent toute une pléiade d'experts qui vont intervenir en complément de votre prestataire et pour l'épauler dans une situation critique sur toute la partie gestion de crise. Vous avez aussi les frais d'avocat qui sont indemnisés. Quand on dit frais d'avocat, c'est toute la liaison qu'il va y avoir avec ces fameuses autorités de contrôle auprès desquelles vous allez devoir déclarer l'événement cyber. Vous avez aussi tous les frais de communication et de gestion de crise. Demain, vous êtes victime d'une attaque, il faut bien entendu prévenir en interne vos salariés de ce qui se passe. Ça, c'est le moindre mal. Mais surtout aussi faire une communication en externe pour rassurer le public, vos clients, du fait que la situation, certes, elle existe, mais qu'elle est prise en charge et traitée du mieux possible. Et puis, tout ce qu'on appelle les frais de récupération de données. Alors, bien entendu, on ne va pas, l'assureur va être là pour indemniser le temps passé, donc les dépenses qui vont être faites par votre structure pour remettre en place toutes ces informations-là, toutes ces données pour repartir le plus vite possible. Ok, donc dans cette logique-là, l'intérêt, hein, c'était aussi pour ça qu'on voulait faire ce webinaire à deux avec la partie assurance et la partie plus prestation technique, c'est que il n'y a aucun système aujourd'hui qui est absolument infaillible. L'objectif qu'on va avoir quand on va équiper une entreprise et qu'on va essayer de la mettre à niveau en cybersécurité, c'est de faire en sorte que ces défenses soient les plus fortes possibles et que si ces défenses sont franchies, on puisse repartir le plus vite possible en ayant un impact le plus léger possible sur la production et la vie de l'entreprise. Et, et c'est évident qu'il y a un intérêt quand on a une entreprise qui est attaquée, même si elle peut repartir assez vite, ben, il va y avoir potentiellement des pertes de production, il va y avoir des frais à assumer, et donc le duo prestataire de cybersécurité et assurance fonctionne plutôt bien. Ensuite, c'est là, ce que je vais essayer de faire, c'est de, entre guillemets, dédramatiser un petit peu aussi ce qu'on va appeler les essentiels pour votre cybersécurité. Aujourd'hui, si on le regarde sur l'angle des solutions, comme je vous disais, évidemment, il ne faut pas acheter un porte-avions. Quels vont être les basiques? Les premiers basiques, c'est d'avoir un antivirus, et comme le disait Eric, un antivirus qui est mis à jour régulièrement. Et aujourd'hui, on parle plutôt de ce qu'on appelle un EDR. Si vous voulez, pour un antivirus, son rôle, c'est quoi? C'est d'être capable de réagir face à une liste de menaces qui est connue et qui est mise à jour régulièrement. Aujourd'hui, on a maintenant des produits qui sont un peu plus intelligents et qui vont être capables, même sur des menaces qui ne sont pas forcément répertoriées, d'identifier des comportements étranges sur le poste informatique, de réagir et d'envoyer une alerte à un prestataire. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est aussi pour ça que je vous disais, voilà, les antivirus d'il y a encore 5-6 ans, aujourd'hui, il faut les faire évoluer. Mais le premier niveau, c'est avoir un vrai antivirus qu'on appelle aujourd'hui un EDR sur un poste client. Le deuxième sujet, et j'aurais peut-être quasiment dû commencer par là, parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans 9 cas sur 10 d'entreprises hackées,
l'attaquant est passé par l'email, c'est d'avoir un vrai anti-spam. Tout ce qui est courrier indésirable dans un logiciel de messagerie, ça ne suffit pas. Il faut un vrai anti-spam qui va être capable de scanner les informations qui sont envoyées dans les emails, de vérifier la cohérence avec entre l'expéditeur et les informations techniques qui lui sont associées. Et vraiment, nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est vraiment dans 9 cas sur 10 d'intrusion et de problématiques. Tout a commencé par un email reçu et un utilisateur qui a cliqué sur cet email et qui a soit téléchargé une mauvaise pièce jointe, soit ensuite ouvert l'accès à son système informatique. Troisième sujet, c'est la sauvegarde. Alors la sauvegarde aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger dans beaucoup de PME qu'à une époque, parce qu'on utilise tous des logiciels qu'on appelle des logiciels hébergés, c'est-à-dire que toute l'intelligence et toutes les données sont plus forcément sur notre ordinateur, mais sont sur des logiciels auxquels on accède via un navigateur Internet. Cela dit, notamment quand vous allez utiliser des environnements comme Microsoft Office 365 ou Google Workspace, ce sont des environnements qu'il faut quand même sauvegarder. Pourquoi? Parce que si un fichier est supprimé, si un fichier est vérolé, bah, il y a un problème à traiter et il faut avoir des sauvegardes pour pouvoir, en cas de perte de données, récupérer des données saines et utilisables. Donc ça, c'est vraiment les 3 premiers points qu'on va mettre en place au niveau d'un poste de travail. Ce qu'on va rajouter aussi, c'est un gestionnaire de mots de passe au niveau de l'entreprise. Pourquoi? Il y a beaucoup d'entreprises qui partagent des identifiants et des mots de passe. Tiens, on a ce fournisseur chez qui on commande tous les jours des produits, on a un seul compte chez lui, tout le monde le partage. Mais la problématique, c'est quoi? C'est à partir du moment où vous avez un collaborateur qui s'en va de l'entreprise, bah, tout le monde est réticent à changer ses mots de passe. Donc aujourd'hui, un gestionnaire de mots de passe centralisé qui va faire que vous allez pouvoir partager des mots de passe avec des collaborateurs sans que eux connaissent ces mots de passe, que le jour où ils s'en vont de l'entreprise, donc ils puissent plus les utiliser et qu'ils n'en aient jamais eu connaissance. C'est également un point de sécurité important. Avec ces 4 premiers points, on considère qu'on est déjà à un niveau correct où on va pouvoir éviter les attaques basiques, les emails frauduleux qui comportent des virus et la divulgation de mots de passe. Le 5e sujet, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Alors ça, c'est un sujet que j'aime bien évoquer parce que on a pas mal de clients qui travaillent avec des grandes entreprises et depuis quelques mois, ces grandes entreprises, donc dans le contexte de Nice 2 que Eric évoquait, leur demandent de valider un certain niveau de protection cyber et leur demandent notamment que leurs salariés soient sensibilisés. Et ça fait toujours peur aux chefs d'entreprise qui nous disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je fasse venir un consultant tous les mois. Comment je vais faire ça? Et en fait, aujourd'hui, vous avez des petits logiciels très sympas qui vont envoyer des faux emails frauduleux. On va voir comme ça la réaction des salariés. Il y a aussi l'accès à des modules d'e-learning. Tout ça, ça se fait de manière très simple, de manière presque ludique. Et ça permet à une entreprise assez simplement de faire mûrir son environnement, son écosystème de salariés sur ces sujets-là. Et c'est vraiment une des clés parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure sur le sujet des banques, le maillon faible reste l'humain sur tous ces sujets cyber. Et le dernier point qu'on va évoquer, c'est un réseau protégé et contrôlé par un pare-feu. Il y a beaucoup encore d'entreprises qui ont simplement une box Internet qui, lorsqu'elles ont des visiteurs, leur donnent tout simplement les codes Wi-Fi. Tout ça, aujourd'hui, ce sont des pratiques qu'il faut absolument éviter, qui sont assez simples à éviter, en mettant un vrai pare-feu sur lequel on va contrôler les usages avec un Wi-Fi invité. Rien qu'avec cette bonne pratique-là, on va s'éviter pas mal de problématiques et d'exposition de ces données vers l'extérieur. Et si vous voulez, le but de ce slide-là, c'est de vous dire, voilà, ces produits-là, grosso modo, pour vous donner un ordre de coût, ça va être entre 15 et 20 euros par mois par utilisateur, ce qui, somme toute, n'est pas grand-chose quand on veut se prémunir de risques cyber. Donc là, on se met vraiment à un niveau correct. On s'assure que ses collaborateurs comprennent les enjeux et on essaye de limiter au maximum les erreurs humaines. Et en tous les cas, s'il y a un problème avec toute la partie sauvegarde, on va être capable de redémarrer assez rapidement. Mais
que moi j'aime bien faire sur ces sujets-là, c'est vraiment dédramatiser. On n'est pas sur des solutions qui sont très complexes, qui vont changer les habitudes de travail. Au contraire, tout ça, ça va être plus fluide, notamment sur les gestionnaires de mots de passe. C'est extrêmement simple à partir du moment où vous avez un gestionnaire de mots de passe, de partager des mots de passe sans qu'ils soient connus avec des nouveaux collaborateurs. Et tout ça, ça amène plus de fluidité au quotidien. Donc, c'est ça l'enjeu. Et encore une fois, pour nous, la clé, c'est que les dirigeants d'entreprise comprennent la stratégie qui est mise en place et qu'on la suive au moins 2 fois par an pour s'assurer qu'on est toujours au bon niveau. Passer au slide suivant. Si je peux me permettre, juste une petite, c'est que quand tu disais que les chefs d'entreprise doivent vraiment intégrer ceci, c'est jusqu'à présent, les chefs d'entreprise intégraient le risque d'incendie, le risque de dégâts des eaux, le risque de vol, de vandalisme, bon, et de responsabilité civile, bien sûr. Depuis quelques années, il faut vraiment aussi intégrer ce risque cyber qui peut vraiment être impactant pour la poursuite d'une activité. Je passe direct au cas pratique. Peut-être. Donc, ce que je vais vous montrer là, que j'ai préparé un tout petit peu. Donc, j'ai pris une entreprise au hasard que je connais pas, pour laquelle j'ai analysé le domaine. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle arcsama.com, qui est une agence de com. Donc là, ce qui est intéressant que vous voyez, c'est qu'on peut avoir énormément d'informations sur une entreprise, rien qu'avec son domaine. Je vois qu'elle utilise Microsoft Office 365. Et surtout, avec cet outil-là, je vois les fuites de données dont elle a été victime. Et donc ça, ces fuites de données, ça peut être, par exemple, là, je vois Elle Marshall, alors c'est peut-être Laurent Marshall, peut-être que c'était son compte sur Le Bon Coin, et quand Le Bon Coin a eu une fuite de données, bah, ce mot de passe est ressorti. Et en fait, si vous voulez, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que pour un pirate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un robot qui va se connecter à différentes bases de données. À partir du moment où il y a une fuite de données, souvent ces fuites de données, elles sont tout de suite mises en vente sur ce qu'on appelle le dark web. Et donc nous, c'est ce que font nos équipes techniques pour pouvoir remonter ce genre d'informations. Et typiquement, lmarshall@arxama.com, le mot de passe là que je vous affiche pas complètement, moi je peux le connaître. Et comme je sais que cette entreprise travaille sur Office 365, ben, je peux très simplement aller essayer de me connecter sur Office 365 avec cet email et ce mot de passe. Et si j'y arrive, bah, tout de suite, je vais accéder aux données de l'entreprise, je vais accéder à la messagerie de Elle Marshall. Et à partir de ce moment-là, toutes les protections sautent parce que je vais pouvoir envoyer des emails de Elle Marshall à ses interlocuteurs. Et alors, si je vais un peu plus loin, bah, Arxama, je suis allé voir qui c'était sur Internet. Et donc, Arxama, je vois que c'est une boîte de com. Et ce que je vois aussi sur Arxama, c'est que hop, ils font différents posts et il y a certains posts sur lesquels ils vont, pourquoi pas, citer des clients. Je se prépare. Donc voilà, on va pas rentrer dans tous les détails des posts de cette entreprise, mais donc ça veut dire quoi? Je vais pouvoir identifier quels sont leurs clients. Si j'identifie quels sont leurs clients et que j'ai pu accéder à l'email d'un utilisateur de Arxama, d'ailleurs, comme ça me permet de voir qui sont les personnes qui travaillent chez Arxama et quelle est la personne dont j'ai le mot de passe, quel est son rôle. Ben, je vais pourquoi pas ensuite pouvoir envoyer des emails à leurs clients, à leurs prospects avec le vrai email et pourquoi pas dire ah ben tiens, on a changé de RIB pour la prochaine commande, est-ce que vous pouvez m'envoyer le paiement sur tel RIB? Et c'est comme ça en fait, de manière assez simple, qu'on va pouvoir finalement pirater une entreprise. Et donc si vous voulez, ce qui est super important quand on voit ça, c'est quoi? C'est que si, alors je ne sais pas si c'est le cas pour Arxama, mais si Arxama si chaque utilisateur s'assurait de ne pas utiliser des mots de passe qu'ils ont déjà utilisés sur d'autres comptes, ou alors encore mieux qu'ils aient activé de base la double authentification, ben même si j'ai ce mot de passe-là et qu'il est utilisable, je ne vais pas pouvoir me connecter sur Arxama. Et vous voyez, alors on va un petit peu vite avec le timing qu'on a, mais ce que je veux vous montrer en faisant ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être très technique pour arriver à rentrer dans une entreprise et ensuite à essayer de profiter d'être dans cette entreprise pour récupérer des informations ou pourquoi pas se faire payer des factures sur un RIB frauduleux. Et ça, c'est ce que font de manière automatique, c'est-à-dire là, je vous l'ai montré à la main, mais tout ça, ça peut se faire de manière automatique avec des robots pour identifier tiens, j'ai ces mots de passe, je vais essayer de me connecter sur Office 365, tiens, ça marche.
À ce moment-là, le pirate, il a une alerte et il voit qu'il est rentré dans une entreprise et il va essayer de comprendre ce qu'il peut en faire. Donc voilà, je suis allé un petit peu vite, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de données qui restent exposées. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas forcément la faute des banques ou quoi que ce soit. Chaque fois qu'il y a une fuite de données, on entend parler. L'enjeu, c'est quoi? Ça veut dire qu'avoir juste un mot de passe, c'est plus suffisant. Il faut savoir gérer de la double authentification et ensuite, il faut savoir sécuriser ces données parce que tout ça, finalement, c'est assez simple et il n'y a pas besoin d'être un génie de l'informatique pour pouvoir hacker une entreprise. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous amène des questions? Merci Jean-Baptiste. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as des recommandations en gestionnaire de mots de passe? Alors, il y en a plusieurs qui sont intéressants. Nous, on en a un qu'on aime bien qui s'appelle Psono. C'est celui qu'on utilise, donc celui que je connais le mieux. Si j'avais une recommandation à faire sur les gestionnaires de mots de passe, c'est de prendre des vrais gestionnaires de mots de passe entreprise. Vous avez KeePass aussi qui est très bien. Vous avez d'autres gestionnaires qui existent qui sont très bien. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une gestion centralisée au niveau de l'organisation. Parce que c'est comme ça qu'on va obliger à avoir un certain niveau de mots de passe, qu'on va pouvoir les changer et qu'on va pouvoir les partager de manière sécurisée sans les divulguer. Est-ce qu'il y a une dernière question, quelqu'un qui n'aurait pas eu réponse à un sujet? Non, ça a été très clair et intéressant. En tous les cas, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser, des questions ensuite par mail, on le fera avec plaisir, on répondra avec plaisir. On vous enverra le support et voilà. Et en plus, comme le dit Jean-Baptiste, vous pouvez aussi par la suite les recontacter pour approfondir certains sujets. Il y a aussi un petit outil, Jean-Baptiste, que vous avez vous sur votre site de diagnostic en ligne. S'il y en a qui veulent faire leur diagnostic pour savoir où ils en sont en termes de cyber, c'est pas mal. Ouais. Merci à tous. Merci Jean-Baptiste Merci. et Eric pour toutes ces informations. Et bon appétit à tout le monde. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Merci Eric, Merci. merci Solène, merci Laure. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.